Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour l'émission Panorama Info. Aujourd'hui, je souhaiterais annoncer un très beau défi sportif et humanitaire qui a été lancé par 4 Provençaux. Alors avant d'aborder le sujet, une petite mise en garde. Les auditeurs qui suivent mes émissions régulièrement savent que j'essaye toujours d'éviter les anglicismes et que je cherche toujours le mot français correct plutôt que d'utiliser ces anglicismes à la mode. Malheureusement, aujourd'hui, je vais être obligé de faire une exception car je n'ai pas trouvé le bon équivalent français. Parce que je vais parler de trail, une expression à la mode, je dirais, parmi les moins de 50 ans peut-être, qu'on pourrait vaguement traduire par randonnée sportive, même si ça ne correspond pas tout à fait au sens que l'on a donné à ce mot anglais en français. Vous allez comprendre très vite. Donc, samedi 21 août, à 4 h du matin, un groupe de 4 trailers, encore une fois, désolé pour ce barbarisme, un groupe de 4 trailers s'élancera de Calenzane pour tenter de rallier Conques en moins de 44 heures. Il prévoit d'y arriver avant le dimanche 22 août en fin de soirée. Ils vont donc parcourir près de 190 km et 12 500 mètres de dénivelé positive sur le sentier de randonnée le plus connu d'Europe. Je veux parler du célèbre GR20. Tout au long de cet événement sportif, une collecte de fonds sera organisée. Ces fonds iront directement aider les populations civiles du Haut-Karabakh, c'est-à-dire de l'Artsakh en arménien, victimes de la guerre de l'automne 2020. Lors de cette guerre, près de 60 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont été déplacés. Les 40 jours de bombardement subis par la population civile de ce territoire ont causé beaucoup de dommages, tant matériels que moraux. Tout y est à reconstruire, à commencer par les écoles, et j'ai eu l'occasion d'en parler dans de précédentes émissions. Les initiateurs de ce projet GR20 pour l'Artsakh ont donc décidé de verser les fonds récoltés avant, pendant et après cette épreuve directement à l'école primaire élémentaire Ashot Goulian de Stepanakert, qui a été en partie détruite par les bombardements azerbaïdjanais. La création du sentier de grande randonnée corse, le fameux GR20, date de 1970. Il a pour but de permettre la traversée de la Corse par ses principaux massifs. Au fil des ans, des refuges ont été construits sur le parcours pour accueillir des randonneurs de plus en plus nombreux. De nos jours, ce sont plus de 15 000 randonneurs qui empruntent ce sentier mythique chaque année. Le GR20 est divisé en 15 étapes de randonnée du nord au sud, de Calenzane à Conques. Généralement, les randonneurs réalisent l'intégralité du parcours en 15 jours. Mais depuis quelques années, certains coureurs se lancent à leur tour dans l'aventure en diminuant la durée. 12 jours, 10 jours, 7 jours, la barre est placée de plus en plus haut. Le groupe de trailers du GR20 pour l'Artsakh a ainsi décidé de tenter de boucler cette traversée en moins de 44 heures d'une traite. Sur leur parcours, le groupe pourra compter sur une assistance présente sur 4 points de passage au col de Vergio, de Vizavone, de Verde et de Bavel. Le groupe sera également accompagné tout au long du parcours par des coureurs qui effectueront une partie seulement du parcours. L'initiateur, plutôt le groupe qui est à l'origine de ce beau projet
qui associe le sport à l'humanitaire est le Trail Club de Provence, qui est un club de trail marseillais créé en 2013 et qui regroupe aujourd'hui une soixantaine d'adhérents. Les sportifs qui participeront à cette aventure sont les 4 personnes que je vais nommer. Raphaël Papazian, 39 ans, fonctionnaire, qui pratique le trail et l'ultra-trail depuis 2012. Grégory Camerlot, 30 ans, cadre de santé, lui pratique le trail et l'ultra-trail depuis 2016. Guillaume Lenormand, il a 45 ans, il est travailleur acrobatique et il pratique le trail depuis 2000. Et enfin, Pierre Kaftanjian, qui a 50 ans et qui est enseignant. Il pratique le trail et l'ultra-trail depuis l'an 2000. C'est lui, avec Raphaël Papazian, qui a conçu ce projet sportif et humanitaire. Comme leur nom l'indique, tous deux sont d'origine arménienne et ils ont donc été particulièrement touchés par la guerre de 44 jours d'octobre-novembre 2020, durant laquelle les bombardements azerbaïdjanais ont semé la mort et la désolation en Artsakh et jeté des milliers d'habitants sur les routes de l'Exode. Pour assurer la réussite de cet événement sportif et humanitaire, les initiateurs de ce projet ont tout naturellement contacté l'association d'amitié Corse-Arménie, créée à Bastia voici quelques mois, et dont je suis le vice-président. Lundi dernier, des membres de l'association dont je faisais partie et 3 des sportifs ont tenu une visioconférence qui leur a permis de préciser tous les détails du projet ainsi que le rôle de chacun. En effet, ce sont des membres de l'association qui assureront bénévolement le ravitaillement de ces sportifs de l'extrême aux différentes étapes, c'est-à-dire au départ à Calinzana, puis au col de Vergio, au col de Vizzavona, au col de Verde, au col de Bavela et enfin à l'arrivée à Conca. Il s'agira d'une tâche complexe puisque certains de ces ravitaillements auront lieu en pleine nuit. Pour ma part, je les attendrai au col de Vergio avec le premier ravitaillement et je les encouragerai car le plus dur restera à faire. Au fur et à mesure que la date du départ, fixée au 21 août, approchera, j'aurai l'occasion de vous donner, chers auditeurs, davantage de précisions. J'espère que certains d'entre vous auront la possibilité d'aller encourager ces sportifs au départ ou à l'arrivée, ainsi qu'aux différents cols où nous serons heureux de les rencontrer. Les plus sportifs de nos auditeurs pourront même, s'ils le souhaitent, se joindre à nos 4 invités sur certaines parties du parcours sur le GR20. Enfin, je souhaiterais inviter nos auditeurs à faire des dons qui, comme je l'ai indiqué, serviront à réhabiliter une école primaire bombardée de Stepanakert en Artsakh. Les organisateurs du projet ont créé une cagnotte en ligne. Il suffit de quelques clics pour y faire un don, aussi minime soit-il. On trouvera cette cagnotte sur le site spécialisé Litchi, L2ETCHI. En voici le lien, c'est toujours un peu compliqué de donner un lien à la radio, mais les auditeurs qui n'ont pas de quoi noter pourront toujours le demander à la radio. Donc c'est https://litchi.c, en minuscule, puis en majuscule, MBDO, puis à nouveau en minuscule, QW. Tous ces dons seront intégralement reversés à l'école primaire Achot Goulian de Stepanakert. Cette action constituera une suite logique des actions déjà entreprises il y a quelques mois par l'association d'amitié Corse-Arménie en faveur de la cantine d'une école maternelle de cette même ville, elle aussi gravement endommagée par les bombardements azerbaïdjanais de l'automne dernier. Avant d'aborder le second sujet de cette émission, je souhaiterais aussi rendre hommage, un hommage particulier,
à Djivan Gasparian, compositeur et musicien arménien, grand maître du doudouk, décédé à Los Angeles le 6 juillet dernier à l'âge de 92 ans. Ce musicien était connu mondialement, même si peut-être que nos auditeurs ne le connaissaient pas. Alors le doudouk, c'est un hautbois, un instrument à ange double, de Perse cylindrique. Il est essentiellement joué dans le Caucase et il est devenu l'un des symboles de la musique arménienne. Le morceau que vous allez entendre est tiré de l'album Abricot du paradis de Djivan Gasparian. J'espère, chers auditeurs, que ce court extrait vous donnera envie de découvrir Djivan Gasparian et aussi d'en savoir plus sur le fameux doudouk. Dans mon émission du 1er juillet dernier, j'annonçais que le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix avait été remis le 19 juin 2021 à 3 femmes d'exception, une chercheuse japonaise et 2 femmes rwandaises, toutes deux des rescapées de l'horreur qui s'était abattue sur le Rwanda dans les années 90. Le nom de l'une de ces 2 femmes était Espérance Mukashema. C'est avec une grande tristesse que le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, qui est à l'origine du prix Victoire Ingabire, a annoncé que Madame Espérance Mukashema était décédée le 23 juillet des suites du Covid-19. Comme l'a si bien déclaré le réseau dans un communiqué, notre tristesse est immense, mais notre combat poursuivra le sien. Osez dire la vérité pour le bien de tous, osez se lever et se mettre debout sans tergiverser. Si Espérance Mukashema était dotée d'une grande qualité, c'était bien celle de la résilience. Cette résilience qui lui a servi de moteur dans la lutte contre le mensonge, dans la volonté de faire éclater la vérité, dans le drame qui l'a personnellement frappé, mais aussi qui a frappé l'ensemble du peuple rwandais. Rappelons brièvement que durant les terribles 100 jours qui ont plongé le Rwanda dans l'horreur, entre avril et juillet 1994, Espérance a d'abord perdu son époux, assassiné par des miliciens hutus extrémistes. Déplacée avec ses enfants au séminaire de Gakurazo, elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Car c'est à cet endroit que des soldats du Front patriotique rwandais amenèrent un groupe de prélats et de religieux rwandais, dont l'archevêque de Kigali, Monseigneur Vincent Nsengiyumva. Ces hommes d'église avaient été arrêtés à l'archevêché de Kabgayi, à l'arrivée des troupes du FPR. Durant leur séjour dans cet évêché, ils avaient pourtant tout fait, des jours durant, pour protéger jusqu'au bout
les 35 000 déplacés Tutsis qui campaient et qui étaient menacés par des miliciens Hutus. Peu avant l'arrivée des rebelles du FPR, ils avaient refusé une offre d'évacuation afin de ne pas abandonner les malheureux déplacés terrorisés aux miliciens Hutus. Ils furent cependant appréhendés par les hommes du FPR et emmenés au séminaire de Gakurazo. C'est là que leur destin croisa de manière tragique celui de Espérance Mukashema et de son fils Richard Sheja, alors âgé de 9 ans seulement. Les religieux avaient été rassemblés dans le réfectoire du séminaire par leurs gardiens, et c'est en ce lieu que quelques heures plus tard, ils furent tous massacrés à l'arme automatique par les soldats du FPR. Le petit Richard Sheja, qui s'amusait avec l'un des prélats, tomba lui aussi sous les balles des assassins, tandis que sa mère se trouvait avec d'autres déplacés dans la pièce voisine. Elle a donc tout entendu et tout vu, et presque tout vu. Devenu un témoin très gênant, sa vie était constamment menacée, même et surtout après la fin de la guerre et la prise du pouvoir par le FPR. En l'an 2000, elle a dû fuir en Ouganda, le pays voisin, puis aux Pays-Bas. Dans son nouveau pays, Espérance a choisi de parler, de témoigner inlassablement. Elle a choisi la liberté d'expression à laquelle elle a donné une place de choix dans sa vie. En créant une radio qu'elle animait régulièrement, elle devint le porte-voix de ceux et celles dont la voix a été étouffée à jamais. Malgré les menaces qu'elle recevait, elle dénonçait sans réserve et avec exactitude les crimes du FPR. Elle participa aussi à plusieurs sessions du projet Dialogue interrwandais hautement inclusif, avec espoir de créer un vivre ensemble pour tous les Rwandais. Cette mère courage était devenue un symbole et un exemple pour nombre de Rwandais, en particulier pour les femmes. Son décès prématuré est donc une perte immense. Et je tiens aujourd'hui, avec cette émission, à lui rendre un hommage ému. Voilà, chers auditeurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Deux sujets très différents, mais le prénom de Madame Mukashema, Espérance, je pense, relie ces deux sujets et ceux que j'ai l'habitude d'aborder dans ces émissions. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.